Alors, vous confirmez s'il vous plaît si vous entendez la communication. Comme ça, on commence avec des SMS comme d'habitude. Allez-y. Un SMS de confirmation, s'il vous plaît, de la communication. Est-ce que vous entendez? Vous confirmez avec... Voilà. Donc, on peut commencer. On va voir ensemble les autres fonctions organiques, donc fonctions très intéressantes sur le plan chimique et thérapeutique même pour les alcools. Ce sont les alcools et les phénols, présentant aussi une analogie entre elles. Donc, on va voir ensemble la structure chimique de ces composés avec des règles de nomenclature, le mode de préparation ou la synthèse chimique, par la suite les propriétés physiques physiologiques et enfin la réactivité chimique de ces composés avec comparaison entre les deux classes. Voilà. Juste, vous confirmez à chaque fois avec les SMS s'il y a des problèmes de connexion, etc. Donc, comme on a déjà vu pour les autres fonctions organiques, les groupes fonctionnels, ce sont des groupes qui résultent par remplacement sur les hydrocarbures de l'hydrogène par un groupement chimique donné. Donc, pour les alcools et les phénols, il s'agit d'un remplacement d'un hydrogène par le groupement hydroxyde pour les alcools sur un support aliphatique, que ce soit linéaire ou ramifié. Et pour les phénols, ça résulte du remplacement d'un hydrogène par un hydroxyde sur un support aromatique. Donc, la seule différence entre les deux, c'est le support sur lequel on fait cette modification. Il s'agit quelle que soit des fonctions monovalentes. Donc, fonction monovalente, parce que là, le carbone, il est un seul groupement qui est l'hydroxyde, par une seule liaison. Chose qu'on va voir aussi dans les amines, que nous avons déjà vu pour les dérivés halogénés, donc là aussi, c'est des fonctions monovalentes. Vous avez à côté des fonctions divalentes, comme les aldéhydes et les cétones qu'on va traiter demain. Les fonctions trivalentes présentées par les acides carboxyliques avec leurs dérivés ester ou amide. Donc, ce remplacement va nous donner ce qu'on appelle les alcools et les phénols, qui présentent une structure chimique qui est proche. Donc, on peut déjà voir pour les alcools cette structure qui est ROH, avec R correspond à la fraction alkyle. C'est un radical linéaire aliphatique ou ramifié. Quel que soit, ça doit être saturé, ça doit être linéaire. Et vous avez à ce propos deux classes chimiques. On peut avoir les alcools primaires, dans lesquels ce carbone lie un seul radical alkyle. On peut avoir à côté les alcools secondaires, là où le carbone qui est directement lié à la fonction hydroxyle et les doublement liés avec les radicaux R1 et R2. Vous avez à côté les alcools tertiaires dans lesquels ce carbone lié au groupement hydroxyle et est triplement lié avec trois radicaux R1, R2 et R3. Donc, la seule différence entre ces trois classes-là, c'est le nombre des radicaux portés par le carbone porteur de la liaison hydroxyle.
Bien sûr, les classes chimiques primaires, secondaires, tertiaires diffèrent dans leurs propriétés chimiques. Donc, concernant la nomenclature, on va toujours désigner le nombre de carbone du squelette carboné avec le préfixe correspondant à ce nombre. Donc, si on a un seul carbone, il s'agit bien de méthanol. Si on a 4 carbones, donc là, on peut parler de d'éthanol, par exemple. Et vous avez aussi d'autres alcools qui sont substitués. Donc, vous avez cet exemple dans lequel l'alcool n'est pas principal. Dans ce cas-là, on ne va pas rajouter la terminaison ol comme suffixe indiquant la priorité de la classe, mais plutôt on va désigner la fonction principale à la fin. On va rajouter le préfixe hydroxy au début pour désigner que la fonction alcool ici n'est pas prioritaire. Donc, je peux avoir comme exemple, vous avez acide de hydroxypropanoïque, hydroxy en position 2 et oïque à la fin pour désigner la classe des acides carboxyliques qui est principale dans ce cas-là. Donc là, il faut respecter la priorité des fonctions organiques. C'est l'alcool il est principal, on va l'indiquer à la fin comme suffixe avec ol. Ce n'est pas principal, elle va être indiquée par juste un préfixe qui est l'hydroxy. Vous avez à côté un autre exemple, d'un acide aminé qui est la sérine. Donc là, c'est le nom d'usage. Donc si on cherche le nom scientifique respectant l'UPAC, vous avez acide de amine 3-hydroxypropanoïque. Donc là, on doit désigner les fonctions secondaires. Vous avez la fonction amine et la fonction hydroxy comme des fonctions secondaires indiquées par des préfixes. Suivi par le squelette de chaîne, donc vous avez 3 carbones, ça nous donne propane. Et à la fin, on va mettre oïque pour désigner la classe principale qui est la fonction acide carboxylique. Voilà. La numérotation, elle doit respecter la priorité des fonctions organiques. Donc, l'acide carboxylique ici doit prendre le 1. Vous avez 1, 2, 3. Vous éteignez le micro, vous le faites désactiver pour certains. On vous voit là, mademoiselle Live. Vous faites désactiver votre micro. C'est mieux. C'est mieux pour vous. Donc, vous avez la numérotation qui doit respecter la priorité des fonctions. Donc, vous avez 1, 2, 3. L'indice 1 doit être attribué à la fonction principale qui est l'acide carboxylique à ce niveau-là. On passe maintenant pour voir toujours les alcools, mais cette fois-ci un alcool cyclique. Je dis bien alcool et non pas phénol parce que là, le support cyclique, il est saturé. Vous avez un cycle hexanone. Donc, on attribue le préfixe cycle pour indiquer le cycle, hexane pour indiquer 6 carbones. Et à la fin, vous avez, à la fin, vous avez ol pour désigner la classe des alcools. Ça vous donne cyclohexanone. Alors, la nomenclature des phénols va être faite selon la même méthode que pour les alcools, sauf qu'ici, on va rajouter à la fin le suffixe phénol pour désigner la classe. Donc, il faut tout d'abord numéroter en respectant les fonctions qui se présentent. Vous avez phénol pour ce motif le plus simple concernant cette classe. Il s'agit du benzène portant de la fonction hydroxyle. Donc, on peut mettre phénol, on peut mettre également hydroxybenzène comme dénomination chimique. Donc, là, en quelque sorte, nous avons utilisé le benzène qui est le nom d'usage dans l'attribution du nom chimique. Donc, vous avez deux méthodes. Bon, vous avez à côté l'acide salicylique. Là aussi, c'est un phénol qui présente une fonction carboxylique.
qui est principal dans ce cas-là. Et ça vous donne alors 1, 2 pour ça. Donc, ça vous donne acide 2-hydroxybenzoïque ou bien ortho-hydroxybenzoïque. Parce que l'hydroxyle il se trouve en position ortho par rapport à la fonction carboxylique. Bien sûr, on termine par benz pour indiquer le support cyclique. Donc, ça vous donne benzènoïque ou encore benzoïque. Donc, le nom chimique, c'est acide orthohydroxybenzoïque. Le nom d'usage, c'est acide salicylique. C'est le nom qui provient de l'utilisation, bien, qui provient par habitude. Alors, là, j'ai proposé autre exemple. C'est toujours la même chose. Donc, soit le nom d'usage, caticol. Le nom d'usage, c'est paracrésol. Et vous avez des noms chimiques qui respectent le PAC. Donc, soit un 4-hydroxyphénol, soit un paradihydroxybenzène. Voilà, à côté, vous avez un autre exemple qui appartient toujours au phénol, mais cette fois-ci substitué par un radical méthyle. Donc, le méthyle il se présente en position 4, donc d'où le nom para-hydroxyméthylbenzène comme nom chimique, et également 4-méthylphénol. Donc, à chaque fois, on doit terminer par phénol pour désigner la classe, le motif chimique de base concernant cette classe. Donc, deux exemples différents pour vous dire qu'à chaque fois, c'est le phénol qui est principal. Dans le premier cas, vous avez 2-hydroxyle. Là, il est principal, l'autre, il est considéré comme un radical. Je mets 4-hydroxyphénol. Pour l'autre, vous avez 4-méthylphénol. En respectant toujours les règles de l'UPAC, de nomenclature. On passe maintenant pour voir les méthodes de préparation chimique. Commençons par les alcools. Donc là, vous avez plusieurs méthodes de synthèse chimique. La première étape, la première réaction, c'est l'hydratation des alcènes. Qui dit hydratation dit réaction d'addition électrophile. C'est une réaction qui est généralement orientée selon Markov-Nichols, dans laquelle l'électrophile va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné pour donner l'alcène, l'alcane le plus stable et pour donner par la suite l'alcool le plus stable. Donc, le H+, il va réagir comme électrophile. C'est une réaction qui est non stéréospécifique. Pourquoi? Parce qu'elle donne dans un premier temps formation d'un carbocation selon le mécanisme que nous avons déjà vu dans le cours des alcènes. Donc, un carbocation qui est capable de faire une rotation autour de liaison sigma et de ce fait, il peut être attaqué de plusieurs côtés. De ce fait, il va donner un mélange de stéréoisomères entre le R et le S. C'est pour ça que la réaction elle est dite non stéréospécifique. Mais c'est une réaction qui doit se faire en milieu acide, donc là, c'est juste comme catalyseur, un acide fort. Alors, la deuxième méthode de synthèse des alcools, c'est la substitution nucléophile. Donc, pour ça, on doit utiliser, bien sûr, un réactif qui va jouer le rôle d'un nucléophile. La potasse, elle peut jouer ce rôle en présence d'un solvant qui est polaire protique comme l'H2O. La même chose également pour la soude, pour le dioxyde de calcium. Ça vous donne à chaque fois des alcools. Donc, vous voyez que l'action de la soude sur le chloride d'alkyle vous donne l'alcool primaire qui se forme à côté. Donc, comme nous avons déjà vu dans le mécanisme réactionnel, un solvant polaire protique, c'est le meilleur solvant pour les réactions de substitution nucléophile. Alors, la troisième méthode, c'est l'hydrolyse des esters. Et dans ce cas-là, la réaction peut se faire en milieu acide ou en milieu basique. Donc, vous voyez déjà le mécanisme pour la réaction en milieu acide, ça vous donne l'acide carboxylique avec formation de l'alcool. Alors, la réaction peut se faire également en milieu basique. Et dans ce cas-là, elle est appelée saponification.
Elle se fait en présence de l'H2O en milieu basique, donc je peux utiliser la soude, la potasse, etc., quel que soit un fournisseur de OH-. C'est cet OH- qui va déclencher la réaction en attaquant le carbonyle de l'ester. Il va ouvrir à ce niveau-là le carbonyle, il va déclencher le départ de l'alkoxy avec formation de l'acide carboxylique dans un premier temps. Mais qui n'est pas le produit final. Ce proton il est arraché facilement par l'alkoxy pour donner l'alcool et le radical carboxylate correspondant. Par la suite, l'hydrolyse en présence de l'H2O va libérer la fonction acide carboxylique. Donc, les produits de réaction d'une ester avec l'H2O en milieu basique ou alcalin, c'est toujours un acide carboxylique avec un alcool qui se forme à côté. Alors, la quatrième méthode de synthèse, c'est l'ouverture des époxys. Et là, l'ouverture, elle peut être faite par un dérivé organométallique, comme nous avons déjà vu dans le cours d'hier. Cet organométallique, il est capable de réagir par le biais du R-. Donc, le R-, il est capable de jouer double rôle, soit un rôle basique, soit nucléophile. Donc, un R-, il est capable d'attaquer ce carbone. Donc, que ce soit ce carbone ou celui-là, elle présente une déficience électronique. Et de ce fait, on aura ouverture à ce niveau-là pour former le O-. Donc, c'est un alcoolate qui se forme dans un premier temps et qui par la suite subit l'action de l'H2O en milieu acide pour libérer l'alcool. Donc, vous voyez ici que l'alcool correspond bien à la structure chimique de base de l'époxy. Quel que soit, c'est une réaction qui se fait très facilement entre un organométallique et ce petit motif qui présente deux carbones déficitaires en électrons. Voilà. Alors, la cinquième méthode de préparation des alcools, c'est la réduction des aldéhydes, des cétones et des esters. C'est une réduction qui se fait en présence des bulles. Donc, les bulles peuvent provenir à partir des réducteurs métalliques comme le tétrahydride de lithium-aluminium. Le H- va attaquer le carbonyle, il va l'ouvrir pour former l'alcoolate. Par la suite, nous avons hydrolyse en milieu acide pour libérer l'alcool. Vous voyez que le H de la fonction alcool provient toujours de la molécule d'eau, parce que là, c'est juste un alcoolate qui se forme dans un premier temps et qui est libéré par la suite. La sixième méthode, c'est l'action des organomagnésiens sur les fonctions carbonyle et carboxylate. Et là, on l'a déjà vu hier, donc dans le cours des organométalliques, on a vu que cette action, elle permet de fournir des alcools de classes différentes selon le substrat de départ. Donc, si j'utilise l'aldéhyde, si j'utilise tout d'abord le formaldéhyde, j'obtiens un alcool primaire. Si j'utilise une aldéhyde, j'aurai un alcool secondaire. Si j'utilise des cétones, j'aurai des alcools tertiaires. Si j'utilise le dioxyde de carbone, j'aurai des acides carboxyliques qui se forment. Donc, pas besoin de revoir tout ça parce que tout ça est détaillé dans le cours des organométalliques. Vous avez juste un surplus par rapport à l'action des alcools tertiaires avec plutôt l'action des organométalliques avec les peroxydes. Ça permet d'avoir à la fois des alcools tertiaires et des acides carboxyliques. Donc là, ça se fait toujours selon le même mécanisme que nous avons traité avec les esters. J'ai l'organométallique avec le R- qui est capable d'attaquer le carbonyle de ces groupements peroxydes et par la suite, ça vous donne l'acide et l'alcool tertiaire.
La septième méthode, c'est la fermentation des sucres. Et là, c'est une réaction biologique qui consiste à dégrader les sucres par des enzymes. On peut donner comme exemple la fermentation la plus simple du glucose qui donne un dioxyde de carbone avec l'éthanol. Vous avez un autre exemple, c'est la fermentation la fermentation du bois qui vous donne le méthanol, mais ça doit se faire après distillation. Donc on appelle méthanol ou bien encore l'alcool du bois. Alors, on passe pour voir la préparation des phénols. Donc là, vous avez deux méthodes. Soit on utilise un support aromatique ami, c'est l'amidie. On réalise une réaction de diazotation en milieu acide. Ça vous donne dans un premier temps le sel diazoïque. Qu'est-ce que c'est une diazotation? C'est une réaction qui permet de fixer le diazonium sur un support aromatique. Donc vous voyez ça, on l'appelle diazonium. Ça doit se faire en milieu acide. C'est lui qui va créer ce motif. Et ça nécessite l'utilisation des mélanges réactionnels entre le nitrate de sodium et l'HCl. Vous aurez le sel diazoïque. Par la suite, ce sel-là, il subit plutôt l'action d'une base très forte en milieu aqueux pour donner le phénol correspondant. Et là, il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. En fait, c'est une exception par rapport aux dérivés aromatiques. On avait dit la fois passée que la substitution nucléophile, elle est très très difficile sur un support aromatique. Mais là, ça devient possible. Pourquoi? Parce que vous avez un motif le diazonium. Il porte une charge positive capable d'attirer cette liaison et de ce fait capable d'attirer cette liaison en créant le C+. Ce carbone porteur de la charge positive peut être attaqué très facilement par le H- de la soude pour donner le phénol correspondant avec l'élimination de diazoïque et le NaCl. Voilà. Vous patientez s'il vous plaît, juste 2 minutes, le temps de régler un problème technique.
Alors, on reprend. Donc, la deuxième méthode de synthèse des phénols, c'est par l'utilisation d'un benzène, on réalise une acidification par l'acide sulfurique. Ça vous donne l'acide sulfonique qui, par action de la soude en milieu sec, à une température très élevée, d'où le nom de la fusion, et ça vous donne le sulfonate de sodium, qui lui aussi va être dégradé en quelque sorte par la température pour donner le phénolate de sodium. Voilà, c'est un phénolate, donc sous forme de sel, qui va libérer le phénol par hydrolyse acide. Hydrolyse en milieu acide qui permet de libérer ce phénol. Alors, on passe pour voir la réactivité chimique. Bon, pour les propriétés physiques, ça, c'est pour vous, c'est donné juste à titre indicatif. Pas besoin d'apprendre toutes ces valeurs. Il faut juste savoir que la température d'ébullition des alcools, elle est bien supérieure que celle des alcanes et des éthers correspondants. Et ceci est expliqué par l'existence du liaison hydrogène. Donc, la présence de plusieurs liaisons hydrogènes fait que les molécules sont bien groupées entre elles. Donc, il faut augmenter la température pour rompre ces liaisons, d'où l'augmentation de la température d'ébullition. Alors, concernant l'intérêt physiologique, on peut dire que les alcools sont plus intéressants que les phénols sur le plan médical. On peut trouver ces alcools-là comme désinfectants, par exemple dans les solutions de gel hydroalcoolique utilisées contre coronavirus, contre le Covid-19. Et vous avez aussi l'utilisation comme antiseptique externe pour plusieurs plaies, etc., pour désinfecter ces plaies-là. Bon, le méthanol, comme l'alcool le plus simple, il est toxique par voie orale, donc il ne faut pas consommer ces alcools-là par voie directe. Donc, il faut juste réserver l'usage de ces composés-là pour l'usage externe. Alors, les phénols, par contre, sont toxiques pour la plupart et ne présentent aucun intérêt médical. Ils sont utilisés juste en laboratoire pour la synthèse chimique. Donc, les propriétés chimiques des alcools phénols, donc on peut dire qu'ils partagent plusieurs points communs. On va voir ensemble l'acidité et la basicité de ces dérivés, les alcools et les phénols. Donc là, ce sont des propriétés qui sont communes entre les deux classes, sauf que on peut dire que les phénols sont plus acides que les alcools. Pourquoi? Parce que la base qui est libérée, la base conjuguée correspondant à l'acidité de ces phénols, elle est plus stable, stabilisée par mésomérie. Et de ce fait, les phénolates correspondants sont moins basiques. Pourquoi? Parce que le O- est plutôt le double libre porté par l'oxygène et il est moins présent sur l'oxygène. Il est en permanente rotation dans le support phénol. Et de ce fait, cette molécule, elle est moins basique. Elle n'est pas capable de donner facilement le double libre sur l'oxygène. Donc, les phénolates sont moins basiques que les alcoolates, de façon générale. Alors, la réactivité, concernant la réactivité des alcools, toujours, on peut voir qu'il y a des propriétés oxydoréduction liées à ce groupement, des propriétés acides liées à la présence de l'hydrogène, des propriétés basiques et nucléophiles vu l'existence de l'oxygène portant le doublé libre, les substitutions nucléophiles qui portent directement sur ce carbone, des réactions d'élimination qui concernent l'hydrogène en bêta par rapport à ce carbone. Donc, en quelque sorte, toutes les réactions que nous avons vues jusque-là sont possibles avec les alcools. On peut dire que le caractère nucléophile est assez prononcé pour les alcools comparativement avec les phénols.
parce que là, l'oxygène, il porte des doublés qui ne sont pas engagés dans un cycle aromatique, donc ils sont plus disponibles pour l'attaque nucléophile. Alors, les phénols, par contre, qui présentent aussi un groupe hydroxyle, ils partagent les mêmes réactions. Ils partagent des réactions, des substitutions, et plutôt, ils partagent les mêmes propriétés. Donc, on peut avoir l'attaque nucléophile très facile à partir de cet oxygène. On peut avoir des propriétés basiques également sur cet oxygène. On peut avoir des propriétés acides par le biais de cet hydrogène porté par l'hydroxyde. On peut avoir des réactions d'oxydation qui concernent le groupement hydroxyle. Comme on peut avoir, donc ça concerne le groupement hydroxyle porté sur le support aromatique, on peut avoir des propriétés basiques nucléophiles communes avec les alcools, des propriétés acides à ce niveau-là, des propriétés d'oxydation qui concernent le même groupement. Mais en même temps, sur le cycle aromatique, on peut avoir d'autres réactions, donc qui n'ont rien à voir avec les alcools, des réactions qui sont propres à ce support aromatique. J'ai la substitution électrophile qui peut concerner l'un des hydrogènes portés par ce cycle. On peut faire remplacer très facilement l'hydrogène par un électrophile. J'ai des réactions d'addition qui sont possibles et qui concernent les doubles liaisons portées par ce cycle. Donc, les deux réactions sont propres au phénol. Donc, vous avez une remarque qui concerne les phénols, c'est que les réactions de substitution nucléophile ne sont pas possibles sur le support aromatique. Vous avez un oxygène qui est très étroitement lié avec ce support par ce qu'on appelle la mésomérie. Donc, ce carbone-là ne peut pas présenter une charge positive. Et la réaction de substitution nucléophile, elle est impossible sur un support aromatique. Donc, les réactions de substitution ne peuvent être qu'électrophiles pour les supports aromatiques. Donc, concernant la réactivité toujours, on va commencer par les alcools. Donc, on peut avoir des réactions très faciles entre les alcools et les bases très fortes. Ça va vous donner des alcoolates, donc sous forme de CM. Les alcoolates peuvent servir pour des réactifs nucléophiles comme des réactifs basiques. Donc, ils rentrent dans plusieurs catégories de réactions. On peut prendre un exemple concernant ça. Vous avez l'éthanoate de sodium. C'est un réactif qui va jouer le rôle d'un nucléophile dans ce cas-là, plutôt qui va jouer le rôle d'une base dans ce cas-là. Il va arracher le proton en bêta par rapport à cette liaison polarisée et il va vous donner l'alcool. Avec formation de l'alcène, donc concernant ce substrat. Donc avec formation de l'alcène comme produit principal de la réaction. L'alcoolate, il peut servir également comme nucléophile en attaquant un carbone déficitaire en électrons. Là, on a proposé un dérivé halogéné, donc attaque très facile avec formation de l'éther. Donc, c'est une réaction qui rentre dans le cadre de substitution nucléophile d'ordre 2. Là, on fait substituer sur... là, on fait directement une attaque nucléophile sur ce carbone, on fait fixer le CH3 et on fait synthétiser l'éther. Donc, on peut avoir également des réactions en destérification. Quand vous voyez dans la diapo, réaction entre un alcool et un acide carboxylique, ça vous donne l'ester. Ça se fait en milieu acide, mais le mécanisme réactionnel, il est différent entre les alcools primaires et secondaires. Il est différent entre alcool primaire secondaire et alcool tertiaire. Pourquoi? Parce que la liaison à ce niveau, elle est
facilement rompus dans les alcools primaires et secondaires, mais difficilement rompus dans les alcools tertiaires. Donc, il faut juste traiter le mécanisme chez vous. Alors, le mécanisme est différent parce que dans les alcools primaires et secondaires, vous avez une liaison qui se rend très facilement. Par contre, dans les alcools tertiaires, vous avez un encombrement entre ce carbone et cet hydroxyle qui fait que la liaison elle est difficilement rompue. Donc, dans les alcools primaires et secondaires, vous avez ce mécanisme. Avec les alcools tertiaires, vous avez un mécanisme différent dans lequel on doit tout d'abord protoner l'alcool, créer H2O+, créer une carbocation et par la suite, ce carbocation est attaqué par l'acide carboxylique pour donner l'ester correspondant. Donc, il faut bien traiter ce mécanisme chez vous. Alors, on peut avoir des réactions d'oxydation aussi avec les alcools. L'action des oxydants doux permettent de passer aux aldéhydes qui subissent également l'action d'autres oxydants doux pour passer aux acides carboxyliques. Comme on peut également faire réagir des oxydants très forts sur les alcools primaires directement pour donner des acides carboxyliques. Donc là, quand je dis oxydant fort, c'est comme le permanganate de potassium, comme le bichromate de potassium également. Donc les oxydants doux, vous avez comme exemple le carbonate d'argent, vous avez le nitrate d'argent, etc. Alors, l'oxydation des alcools secondaires par des oxydants doux permet de passer au cétone, par la suite aux acides carboxyliques, mais vous voyez qu'il y a production de deux acides carboxyliques. Par contre, l'action des oxydants forts permet de passer directement des alcools secondaires vers les acides carboxyliques. Donc là, c'est toujours le KMNO4, le bichromate de potassium. Donc on peut dire que l'oxydation des alcools tertiaires, elle détruit directement la molécule et c'est pas possible. Donc l'oxydation, ça concerne soit une alcool primaire, soit les alcools secondaires seulement. Alors, pour la réactivité des phénols, on va trouver qu'il y a la formation des phénolates très facilement au milieu basique. Par la suite, ces phénolates réagissent avec les dérivés halogénés pour donner des éthers, comme c'est le cas pour cet exemple. On parle d'une réaction d'éthérification. Donc, les éthers sont des composés très intéressants sur le plan thérapeutique. On les utilise généralement comme des anesthésiques en milieu médical. Et concernant la réaction, vous voyez que la base, elle va arracher tout d'abord un proton pour éliminer un H2O. Formation de ce sel qui réagit très facilement avec le dérivé halogène. Alors, vous avez à côté l'estérification, donc une réaction entre le phénol avec soit les anhydrides acétiques, soit leurs dérivés comme les chlorures d'acide. C'est une réaction qui se fait à une température très élevée en milieu acide comme catalyseur pour amorcer la réaction. C'est une réaction qui rentre également dans la synthèse de l'acide acétylsalicylique, comme la synthèse de l'aspirine. Donc, pour le mécanisme, c'est un mécanisme qu'on peut traiter dans les séances TD, donc il ne faut pas se tromper pour voir ça. Quel que soit, il faut savoir qu'il y a formation d'un ester à ce niveau-là, avec élimination de l'acide acétique en produit secondaire. Alors, donc vous avez l'acide salicylique comme substrat, l'anhydride acétique comme réactif. On peut faire remplacer ça par le chloride d'acide
permet une réaction d'acétylation. C'est une réaction qui concerne cet hydroxyde, donc un remplacement de l'hydrogène de cet hydroxyde par un radical acétyl, comme s'il s'agit d'une substitution. Mais une substitution qui concerne l'hydroxyde et non pas le radical aromatique. On passe pour voir l'oxydation, donc là aussi c'est possible. Les phénols s'oxydent très facilement. On peut donner l'exemple de phénol déhydroxylé qu'on peut oxyder par le bichromate de potassium pour donner les quinones, qui sont des composés très importants sur le plan chimique et organique. On peut oxyder ces dérivés même par le trichloride de fer, le FeCl3, mais cette fois-ci, ça va donner des dérivés qui sont colorés, qui servent généralement dans l'identification des phénols. Et ça rentre dans ce cadre d'identification des phénols. Alors, la troisième réaction, c'est la substitution électrophile. Donc là, pour réaliser ce genre de réaction, on doit utiliser un acide de l'huile, comme le AlCl3. Donc, c'est un acide qui permet de créer l'électrophile. Bien sûr, ici, c'est l'acétyl qui va jouer le rôle d'un électrophile. Et c'est une réaction qui concerne le cycle aromatique. Quand on dit substitution électrophile aromatique, donc ce n'est plus une action sur le OH, c'est une action sur ce sépore. C'est une réaction qui est orientée à ce propos. Bon, pardon, 2 minutes. Donc, là, vous avez une substitution électrophile aromatique qui se fait en présence d'un catalyseur qui est l'acide de Lewis. Et lui, il va permettre de créer l'électrophile qui est le radical acétyl. Il vient se fixer sur le support aromatique. C'est une réaction qui est orientée selon les règles d'Ullmann. Pourquoi? Parce qu'on a des groupements orienteurs. Vous avez ça et vous avez ça. Le carboxyle, il l'oriente généralement en méta. Donc, la réaction prochaine, elle doit se faire à ce niveau-là. L'hydroxyde, il l'oriente en position ortho et en position para. La position ortho est déjà occupée, donc la réaction aura lieu dans cette position qui est la position para par rapport à l'hydroxyde et qui est la position méta par rapport au carboxyle. Donc, le carboxyle, il va désactiver, c'est un attracteur, donc il oriente en méta. L'hydroxyde, il va donner, c'est un donneur, donc il oriente en ortho et en para. Ortho, c'est déjà occupé, donc c'est la para qui va être concernée par le prochain attaque électrophile, et d'où la greffe d'un radical acétyl à ce niveau-là. D'où la formation de ce composé après réaction de substitution électrophile. Donc, si on veut réaliser une acétylation que nous avons déjà vue tout à l'heure, on doit utiliser une forte température en milieu acide. Si on veut réaliser une substitution électrophile avec les anhydrides acétiques, on doit opérer en présence d'un acide de Lewis qui doit être AlCl3. Voilà. Il vous reste cette réaction, c'est très facile, c'est une réaction industrielle qu'on appelle la réaction de Kolb-Smith. Ça permet de synthétiser l'acide salicylique qui est un réactif de laboratoire, qui est le substrat de départ dans la synthèse de l'aspirine. Voilà. Donc, cette réaction de Kolb-Smith, elle se fait en milieu basique, elle se fait à une température très élevée, donc d'où le procédé industriel, et ça concerne que les phénols. C'est une réaction propre aux phénols et non pas les alcools. Donc, vous avez enfin un tableau comparatif entre les deux types, entre les deux classes, les alcools et les phénols. Donc là, vous avez beaucoup plus les éléments différentiels entre les deux classes, concernant la structure chimique, les propriétés, la réactivité chimique, les réactions subies par chacun. C'est très important, il faut bien apprendre ce tableau, en quelque sorte. Ça vous aide dans les applications concernant les travaux des régies. Voilà, et on termine
On verra prochainement la séance TD concernant les alcools et finances. Vos questions, s'il vous plaît, rapidement. Posez vos questions rapidement, s'il vous plaît. Je vous attends pour ça. Alors, y a-t-il des questions? Des questions concernant ce cours? Vous êtes là? Mademoiselle Hazorri, vous êtes là? Donc, vos questions, s'il vous plaît, rapidement. Très bien. Donc, si vous avez des questions, préparez-les, s'il vous plaît, pour la séance TD programmée prochainement. Voilà. Et on clôture. Merci pour vous. Mhm.